Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Patrick Artus, directeur de la recherche économique de Natixis, qui vient de publier l'euro. Par ici la sortie, point d'interrogation, chez Fayard. Alain Madelin, président du fonds La Tour Capital. Christian Saint-Etienne, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, qui a publié Relever la France, état d'urgence. Chez Odile Jacob, j'ai eu énormément de réactions d'auditeurs sur la question de la santé. Chacun y va de sa solution. Beaucoup sont pour le choix entre public et privé. Laissons le choix aux gens. Pas tous. Et alors, il y a des propositions qui sont faites pour... incluons par exemple les pharmaciens dans les parcours de soins. Alors, il y a plein de propositions. Il a raison, cet auditeur. Il y en a un qui me parle de quelque chose qui a été expérimenté aux Pays-Bas. Quand c'est un risque rare, c'est le public qui prend en charge. Quand c'est un risque moyen, c'est le privé. C'est un peu l'histoire du grand risque, petit risque. Après, on va pas ouvrir le débat, mais on se retrouve devant... Grand risque et petit risque, c'est ce que j'avais à l'esprit quand j'ai dit qu'il y avait un panier minimum qui est remboursé à 100%. C'est en gros les grands risques. Bon, en gros, les cancers, toutes les maladies et toutes les ALD, il y a un système public. Et pour éviter la situation aux États-Unis où parfois certaines personnes ne se font pas soigner parce qu'elles il y en a qui peuvent crever devant l'hôpital aux États-Unis si on n'a pas. Non, ça n'arrive pas. Alors contrairement à ce qu'on dit, il y a une obligation pour les hôpitaux américains de prendre les gens qui arrivent en urgence et de les soigner. Simplement, une fois qu'ils les ont opérés et qu'il n'y a plus de diagnostic vital engagé, ils peuvent les mettre dehors. Mais il y a une facture. Mais ils ont une obligation. Non, il n'y a pas de facture dans ce cas-là. Si les gens ne peuvent pas payer, on les soigne et simplement on les met dehors, on ne va pas les garder 10 jours. Et un grand risque, c'est un petit risque qu'on n'a pas soigné à temps. Alors, il prévoit que la croissance va revenir par un énorme plan de relance à base de dépenses publiques et de prélèvements obligatoires. 173 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires de fonctionnement sur 5 ans. 100 milliards d'euros d'investissement. Donc, vous savez, le bon cholestérol, là, financé par l'emprunt. 4 points de prélèvement obligatoire en plus, on arriverait à 49,2%. Face aux 173 milliards d'euros de dépenses en plus, à la fin, on a 190 milliards d'euros de recettes. Donc, plus de recettes que de dépenses. Parce qu'il y a des économies, parce qu'on parce qu'on prend l'argent du CICE, parce qu'on trouve 30 milliards dans l'évasion fiscale, 33 milliards dans les prélèvements, 38 milliards d'euros de niches fiscales qui sont supprimées et 55 milliards d'effets croissance, effets relance. On augmente les salaires de 6 points, on met 173 euros par mois au SMIC, net, pour un temps plein à 35 heures, qui monte à 1312 euros net par mois. On fixe un salaire maximum à 20 fois le salaire le plus bas de l'entreprise et on prend 100% de tout ce qui est gagné comme revenu dépassant 400 000 euros. Ça fait rêver, Patrick Artus. D'abord, je trouve qu'on fait on perd beaucoup de temps à discuter ça. Parce que c'est une perte de temps absolue, parce que c'est un ramassis d'absurdités. C'est exactement Trump inventant un attentat en Suède qui n'a jamais existé. Donc Mélenchon fait table rase de tout ce qu'on sait en économie. Alors évidemment, c'est assez facile de faire un programme économie en faisant semblant qu'on ne sait rien, quoi. Donc les dépenses publiques qui s'autofinancent par les recettes fiscales, on sait que ce n'est pas vrai. Dans les configurations les plus positives et les plus favorables, on récupère une petite moitié en recettes fiscales des dépenses publiques qu'on met. Les investissements publics, nous avons le plan Juncker. Les gens qui gèrent le plan Juncker cherchent avec difficulté des choses intelligentes à financer. Et donc, ce n'est pas facile de trouver des investissements publics supplémentaires intelligents. La hausse du SMIC, on sait de toutes sortes de travaux tout à fait concordants que c'est une façon de détruire des emplois peu qualifiés extrêmement efficaces. Pour 1% de hausse du SMIC, on détruit 1% des emplois au SMIC. Donc si on veut soutenir les bas revenus, il ne faut pas utiliser le SMIC, c'est l'instrument le plus catastrophique. Le revenu maximum, ça fera juste partir tous les sièges sociaux des grandes entreprises à l'étranger en quelques semaines, etc. Je veux dire, donc on peut faire une liste, plus vous n'avez pas parlé de la Banque de France qui rachète la dette publique et qui la rémunère à 0%. Ce qui veut dire que le lendemain, tous les assureurs vie sont en cessation de paiement et les Français ont perdu leur contrat d'assurance vie. Enfin, c'est une tonne d'absurdité et je trouve ça scandaleux profondément parce que y a des économistes qui essaient de travailler et qui essaient d'avoir des résultats, par exemple sur les effets de la hausse du SMIC, sur les multiplicateurs budgétaires et il y a certaines choses qui sont très mal connues en économie, il y a certaines choses sur lesquelles on a un peu confiance, par exemple sur les effets du coût du travail peu qualifié. On ne peut pas dire « j'ignore tout ça ». Ça n'existe pas, je ne regarde pas ce qui existe et j'invente des mécanismes nouveaux. Donc c'est scandaleux profondément et c'est violemment antidémocratique puisque ça raconte des histoires fausses consciemment.
Ce qui est frappant, c'est que si vous prenez ça, si vous ajoutez les voix potentielles de Marine Le Pen, où il y a des éléments très concordants, Oui, notamment, si vous ressemble. ajoutez Benoît Hamon, qui fait table rase de pratiquement 10 ans de dettes accumulées, et qui nous promet le 49.3 d'initiative populaire, ou alors ce fameux revenu universel qui a été à peu près enterré par Thomas Piketty, ça fait pas mal de gens c'est ça, le problème. qui ont une tentation, une forme de gourmandise, une séduction pour cette offre. Honnêtement, on a 50% des électeurs qui s'apprêtent à voter pour des programmes économiques qui feraient quelques millions de chômeurs en assez peu d'années, quoi. Oui, faut comprendre ça. Ce qui pose plein de questions sur les économistes, qui n'ont pas été capables de convaincre sur un certain nombre de mécanismes fondamentaux, sur les hommes politiques qui n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de regarder les choses sérieuses qui sont faites en économie, ça pose plein de questions. Oui, nous avons dans ce pays 50% des gens qui s'apprêtent à voter éventuellement pour un programme qui serait une machine à faire du chômage. Ce serait catastrophique pour eux-mêmes. Et c'est catastrophique pour eux-mêmes. Dominique, prescrivons les médicaments à l'unité. Marine Le Pen, Emmanuel Macron le propose notamment. Vous avez été énervé par Emmanuel Le Chip qui a passé le modèle de Jean-Luc Mélenchon dans notre système économétrique où on a absolument passé au crible tous les programmes de la primaire de droite, tous ceux de la primaire de gauche. Résultat, au bout de 5 ans, 4,7% de croissance parce que vous avez un effet relance de la dépense publique, mais 2 points de chômage en plus, 5 points de déficit en plus, 8 points de déficit commercial supplémentaire. Emmanuel Le Chip concluait, c'est du Mitterrand 81 puissance 10. Et on sait comment ça s'est terminé, surtout que nous n'avons plus la possibilité d'évaluer comme à l'époque. Alain Madelin. Patrick Artus et vous avez souligné que 50% des Français s'apprêtent à voter sur des programmes obscurantistes d'un point de vue économique. C'est un énorme problème politique, social, d'éducation. Qui est valable sur notre premier sujet. C'est un problème. À la base, c'est un problème d'éducation. C'est un problème aussi pour les médias. C'est un petit peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire que normalement, effectivement, on traite, c'est normal, les candidats sur un pied d'égalité et on prend au sérieux, on est obligé de prendre au sérieux des programmes qui ne méritent pas d'être pris au sérieux. Et s'agissant particulièrement du programme de Mélenchon, c'est une machine à casser l'économie, à casser les croissances et à casser les entreprises. 6 semaines de congés payés, revenir sur les 35 heures en disant « ouais, mais 35 heures, mais on supprime la flexibilité, on supprime l'annualisation ». Donner des pouvoirs supérieurs à l'inspection du travail, donner un droit de veto suspensif au comité d'entreprise. Vous voyez immédiatement qu'est-ce que ça signifie pour les entreprises. Leur donner tout de suite une charge de 30 milliards supplémentaires. Bravo pour les PME. Ensuite, s'agissant des entrepreneurs eux-mêmes, salaire maximum à 20. 100% d'impôts au-dessus de 400 000. Augmenter l'ISF. Supprimer les stock options. C'est-à-dire que là, comme le disait Patrick Artus, ça fait partir tous les entrepreneurs et tous les grands groupes. Donc nous avons des choses qui sont des recettes pour vraiment casser complètement l'économie, appauvrir de façon certaine le pays, et ça ne mérite pas, à mon avis, d'être pris au sérieux. Sans parler de ce qui a été dit sur dévaluer l'euro. Je n'ai pas compris comment on faisait pour dévaluer l'euro, pour faire, c'est ce que propose aussi Fillon, une parité euro-dollar, une égalité entre les deux monnaies, demander à la Banque centrale de racheter, de se comporter comme le Zimbabwe, etc. Enfin, on est dans un programme total qui mérite, en tout cas sur des plateaux de télévision, qui mérite au niveau des économistes, qui mérite de ne pas être pris au sérieux et d'être démonté. Alors je sais bien que la période électorale s'y prête pas, parce qu'on a besoin de traiter les candidats avec sérieux, mais nous ne sommes pas dans le sérieux. Nous ne sommes pas dans le sérieux avec le programme de Marine Le Pen, nous ne sommes pas dans le sérieux avec l'essentiel du programme de Hamon, nous sommes vraiment dans le grand folklore avec le programme de Mélenchon. Et tout ça, ça fait 50% des Français. Et vous êtes le premier à dire et à l'avoir démontré que c'était très très facile de balancer ce genre de choses dans des formats très courts, très marketés, très slogans, et beaucoup plus compliqué d'apporter les éléments d'explication technique et la raison pour démonter point par point. J'ai oublié quand même une mesure extrêmement importante. Christian, juste après. À moins que... De Mélenchon. Non, juste seulement. Supprimer le régime des intermittents du spectacle pour en faire des régimes de permanents du spectacle. Soit ça vaut pas la peine et on s'arrête, Christian. Non, j'ai 3 remarques. Il y a des auditeurs qui ont apprécié la phrase de Patrick Artus, mais pourquoi on prend du temps pour en parler? Quand même, on est face à une offre politique qui, comme on le voit, cumulée avec d'autres candidats, finit par faire une grosse part de la population. Justement, c'est très important parce qu'il y a la moitié des gens qui sont prêts à voter pour ces programmes totalement farfelus. Alors, je reviens sur le point d'Alain Madelin.
et sur Attention le au point micro, Alain, ça fait... de Patrick Artus, c'est très important de dire publiquement que ce sont des programmes farfelus. Ceci étant, quand vous êtes smicard ou quand vous êtes au chômage, ça vous semble séduisant. Alors, 3 remarques. La première, sur le niveau de compréhension des mécanismes économiques en France. C'est une question qui est posée depuis longtemps. L'enseignement de l'économie, c'est un sujet absolument central sur le développement de la démocratie dans notre pays. Mais première remarque, il y a eu une étude en 2015 qui a été faite sur les principaux pays européens. On leur a demandé si on place 100 € à 2%, au bout d'un an, combien on a d'euros, hein. Il y a 30% en moyenne des Européens qui ne peuvent pas répondre. Je donne la bonne réponse, c'est 102 €. Donc il y a 30% des Européens qui ne peuvent pas dire que quand on place 100 € à 2%, il y a 102 €. Mais le pays où le résultat était le pire, c'était en France. Il y avait 40% des Français qui ne pouvaient pas dire qu'en plaçant 100 € à 2%, il y a 102 € à la fin de l'année. Donc ces gens-là votent. Donc c'est le point clé. Donc deuxième remarque. Les programmes farfelus dont on parle, c'est des programmes qui lâchent la dépense publique. La France l'a fait. Si la dépense publique crée de la croissance, nous devrions être à 5% de croissance. Nous avons la dépense publique la plus folle de tous les pays développés. Donc, le fait de lâcher la dépense pour faire de la croissance, la France l'a essayé depuis 20 ans. On a vu que ça ne fonctionnait pas. Et la troisième remarque, c'est que le système productif que nous propose Mélenchon, c'est la SNCF. C'est un système, c'est-à-dire de faire de la France une grosse SNCF. Donc, comment ça fonctionne? C'est méchant pour la SNCF. Ça veut dire que c'est un système dans lequel, à la fin de l'année, c'est les autres qui payent pour les retraites des salariés de la SNCF, puisqu'on verse plusieurs milliards d'euros pour équilibrer le régime de la SNCF. Et vous savez peut-être que quand vous prenez un train, vous payez un billet de 50 €, l'État verse 40 € en complément. Absolument, pour payer les frais. Le problème... C'est encore plus sur le STIF, le transport d'Île-de-France. Le problème, c'est que quand la SNCF, c'est une toute petite partie de la France, c'est le reste de la France qui paye pour la SNCF, mais si vous transformez la France en SNCF, qui va payer? Et le système va s'effondrer. Voilà. Donc la Banque de France qui sera privatisée, qui voilà. paiera donc la dépense publique... Et dernier point sur la Banque de France, il faut que les Français nous écoutent, puisqu'il y en a plusieurs millions qui ont de l'assurance vie. La nationalisation de la dette publique et la dette étant transformée en perpétuité à 0 coupon éventuellement, ça veut dire que les 1300... À 0 coupon, ça veut dire quoi 0 coupon? Ça veut dire qu'on vous paye, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça veut dire que... Pas de rendement de l'assurance vie. Tous les Français qui ont de l'assurance vie, tous les Français, vous m'écoutez bien, tous les Français qui ont de l'assurance vie, d'une seconde à l'autre, votre argent part en fumée, il est transformé en une dette perpétuelle sur lequel, c'est-à-dire qu'on ne vous remboursera jamais. Donc quand vous votez pour les programmes farfelus, vous votez pour l'éradication de votre épargne. Voilà, j'espère que les Français comprennent. La dépense publique n'a jamais créé de la croissance, et si vous suivez le programme de Mélenchon ou Le Pen, c'est l'éradication de votre épargne. Maintenant, vous pouvez y aller, si vous avez envie d'éradiquer votre propre épargne, allez-y. C'est l'emprunt russe, en gros, ce que vous me décrivez. Le truc qu'on ne rembourse jamais. J'ai rencontré récemment Éric Gérard, qui est à la tête du think tank Ambition France, et il me disait à propos des problèmes d'éducation, il faudrait créer un permis de voter. C'est-à-dire que globalement, vous avez le droit de voter quand vous avez été capable de répondre au moins à une ou deux questions clés des différents candidats présents pour voir si vous avez à peu près 2-3 éléments solides derrière vous qui vous permettent de comprendre pourquoi vous votez. C'est encore moins grand public que la privatisation de la santé. Là, ça va être l'enfer. Je peux dire un tout petit mot, Nicolas? Allez-y, bien sûr. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on vit dans un pays où la conviction commune, c'est que nous sortons d'une longue phase d'austérité. Et que donc il faut réagir contre cette austérité qui a détruit la croissance et fait le chômage. Mais quand vous regardez, c'est juste pas vrai, quoi. Je veux dire, nous avons... on nous dit qu'il faut que la Banque centrale, l'État français se finance encore aujourd'hui à 1%, après s'être financé à des taux à peine positifs depuis plusieurs années par la BCE. L'euro s'est déprécié considérablement. Nous avons un déficit public qui est 2 points du PIB plus élevé que celui qui empêcherait que l'endettement public augmente. Les salaires ont augmenté continuellement plus vite que la productivité. Enfin, je veux dire, où est l'austérité
Alors oui, on peut parler de la Grèce, on peut parler du Portugal, on peut parler de l'Espagne. Là, il y a eu des politiques d'austérité. On peut débattre de la pertinence du timing de ces politiques. Mais en France, il n'y a pas eu de politique d'austérité. Austérité fiscale 2011-2013. Mais non, enfin, on est presque à 4 points de PIB de déficit public. Il faudrait à 2 pour que le taux d'endettement public arrête de monter. On est à 2 points au-dessus de l'austérité. Donc on n'a pas eu de politique d'austérité. Mais dans le consensus, dans la vision collective des choses, nous avons fait de l'austérité. La France est un des seuls pays européens qui n'a pas justement fait de politique d'austérité. Donc il faut sortir des esprits cette idée qu'il faut réagir contre l'austérité que nous venons d'avoir. Et en complément de ce que dit Patrick, si non seulement les dépenses publiques ne créent pas de croissance, mais si le déficit permettait de traiter le chômage, eh bien, il ne devrait plus y avoir de chômage. Donc on a un excès de dépenses et un excès de déficit qui crée la stagnation et qui crée le chômage. Voilà, donc les Français, à un moment donné, eh ben, il va falloir qu'ils apprennent que 100 € placés à 2%, ça fait 102, voilà. Et si on ne l'apprend pas... C'est vous, Christian Saint-Etienne, qui m'aviez dit, mais de toute façon, tous ceux qui travaillent et qui apportent des éléments techniques, des éléments réels, des éléments sérieux, tout le monde s'en fout. Ah bah oui, c'est comme l'attentat en Suède de Trump. Hein. Plus c'est gros, plus ça marche. J'ai eu ce débat avec Xavier Rago hier de l'OFCE, qui en m'entendant d'une certaine manière, un peu par dépit, avoir le sentiment que peu importe ce qu'on pouvait apporter comme élément probant, les gens s'en moquent. Et effectivement... oui, mais ça pose, c'est ce que je disais avant, ça pose une vraie question sur la façon dont les économistes communiquent. Peut-être que notre communication est trop complexe, trop technique. Pas l'impression qu'elle l'ait été aujourd'hui, mais c'est vrai que si on vous mettait sur un plateau super grand public, avec 8 invités et des candidats avec des programmes farfelus, comme vous disiez, vous auriez très 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 peu de temps pour installer une idée. Exactement. Vous seriez obligé d'utiliser des mots d'une très grande simplicité. Non, et puis vous ne pourriez pas parler de taux longs, vous ne pourriez pas parler de spread. C'est très compliqué quand vous êtes en face d'un homme, pour nous économistes, quand vous êtes en face d'un homme politique de mauvaise foi, qui invente les chiffres au fur et à mesure des besoins. C'est très compliqué pour nous. On n'est pas très à l'aise dans ce genre de débat. Donc je crois qu'il y a un vrai problème, effectivement, de la capacité des économistes à parler aux politiques et à débattre avec le même langage. Oui, je suis d'accord avec ça. Et en plus, pour que la personne qui vous écoute et qui a plutôt une préférence ou une tentation pour le discours plus simple, ne vous prenne pas pour un membre de la fameuse élite qu'il faut éradiquer, qui est forcément porteuse d'un mensonge planétaire et complotiste. Ce qui est intéressant, c'est que nous venons d'avoir une expérimentation qui s'appelle la baisse du prix du pétrole. Il faudrait quand même que nous regardions. Donc mais les gens vont vous dire, moi je ne l'ai pas vu dans ma vie de tous les jours. Si, ils l'ont vu dans la vie de tous les jours, alors que Christophe de Margerie, le précédent président de Total, annonçait qu'on allait payer son essence 2 € le litre, on l'a payé 1 €. Donc ça a donné, cette baisse du prix du pétrole, 2,5 points de revenus supplémentaires aux Français. 2,5 points. C'est considérable. Déjà, si vous dites 2,5 points, vous avez perdu 2,5%. Donc le niveau de vie des Moi, si vous voulez vraiment, j'allais vous chercher sur le mot à mot qui ne passe pas un certain niveau d'auditeur, je peux vraiment... Donc je continue quand même. Allez-y, bien sûr. Qu'est-ce qu'a fait cet argent ? On a rendu du pouvoir d'achat aux Français qui ont payé moins cher leur carburant, leur fuel à la maison, leur électricité, etc. 80% de ce supplément de revenus est passé en importation et 20% en production domestique. Et donc ça prouve qu'il y a un énorme problème de notre appareil productif. Et que si on fait des relances, des plans de dépenses publiques, etc., on va faire des montagnes d'importation. Et on ne fera pas produire l'appareil productif. Hier, on disait il ne va pas nous aider Bill Gates. Bill Gates qui s'est dit à son tour favorable à la Madeleine, au fait de taxer les robots. C'était assez extraordinaire d'écouter Jean-Marc Daniel hier qui disait vous avez 3 courants dominants dans la pensée économique. Les ponocrates qui pensent que c'est le travail et les machines qui feront la richesse. Vous avez les chrysohédonistes qui pensent que c'est la quantité d'argent, l'or, les banques centrales qui feront l'activité. Et puis les fameux néo-physiocrates qui ont le sentiment que c'est uniquement la capacité de l'homme à gérer la nature et que taxer les machines, ça préserve la nature. Alors, moi, j'ai le plus grand respect, bien évidemment, pour Bill Gates. Tout le monde, comprenez bien... Quand ça commence comme ça, il y a une virgule. Avec indulgence, j'imagine qu'on peut se projeter dans l'avenir, dans plusieurs décennies, et imaginer qu'il y ait une profonde transformation de la valeur ajoutée, du partage valeur ajoutée salaire ou revenu d'activité. À l'heure actuelle, ce partage, il obéit à une loi qu'on appelle la loi de Cobb-Douglas, c'est-à-dire 2 tiers, 1 tiers. Un peu plus en France, 2 tiers pour les salaires, 1 tiers pour le capital. 2 tiers, un peu plus en France, un peu moins aux États-Unis, mais c'est quand même très cyclique et on ne voit pas de déformation considérable aujourd'hui à ce stade de cette proportion.
On peut imaginer que dans l'avenir, il en aille tout à fait différemment et que ceci amène à repenser, par exemple, au fond, l'impôt sur le capital ou la distribution du capital, le capitalisme populaire, etc. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Aujourd'hui, la question ne se pose pas. Et je trouve que Bill Gates, il pose une bonne question, il apporte une mauvaise réponse. Parce qu'il apporte une mauvaise réponse, j'ai le sentiment qu'il pense à des robots humanoïdes. Et il dit, un robot humanoïde qui fait le même boulot qu'une personne, il doit être taxé de la même façon, charges sociales et impôts. Eh oh, Bill, un ordinateur, qu'est-ce que c'est? Moi, mon père, il a été ouvrier chez Renault, et ensuite, il a été, avec le temps, il est devenu comptable. Comptable le jour au PMU, parce qu'il avait le goût du calcul, des additions, des divisions, des multiplications, et comptable la nuit au HAL. Et son boulot, c'était de faire des additions, des trucs. C'était formidable, ça. Et c'était relativement mieux payé que le boulot d'OS chez Renault. Mais l'ordinateur de Bill Gates, un ordinateur, il a détruit... Un petit ordinateur, aujourd'hui, il a détruit 100 000 comptables. Est-ce que je vais demander à ce que M. Bill Gates mette une taxe de 100 000 personnes, salaire et charges sociales et impôts, sur l'ordinateur? Donc, on est sur quelque chose qui est absurde. On ne peut pas... La tradition de la robotisation des machines, c'est d'alléger le travail des hommes. Et si vous allégez le travail des hommes, vous ne pouvez pas le payer au même prix. Et au surplus, si par hasard, vous disiez, allez, aux États-Unis ou en France, on va taxer les robots de la même façon que le travail épargné par les robots. Il y aurait un pays, par exemple la Chine, qui dirait « moi je ne marche pas à ce jeu-là, hein. Moi je ne taxe pas les robots ». Et vous voyez bien que toute la production se déplacerait, elle s'est déjà déplacée vers la main-d'œuvre moins chère, elle se déplacerait vers les robots moins chers. Donc je pense que cette proposition, elle est intéressante, mais quand même folklorique. Patrick Artus. Non mais Alain a raison, mais c'est quand même extrêmement intéressant comme débat. C'est-à-dire que, y compris pour les élections présidentielles ici, parce que ce débat, il est apparu de fait. Est-ce que l'évolution technologique qui est devant nous va conduire à une très forte substitution de capital au travail ? Donc est-ce qu'on va mettre des machines à la place des hommes ? Plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Plus que dans le passé. Puisque dans le passé, quand on avait de nouvelles technologies, on détruisait des endroits dans un secteur de l'économie, mais on créait des emplois dans d'autres endroits. Donc on n'avait pas au total de substitution de capital au travail. On avait un changement de la nature des emplois. Donc il y a une question centrale, il me semble, aujourd'hui, c'est est-ce que devant nous, on a une nouvelle modification de la nature des emplois ? Donc les robots vont détruire des emplois répétitifs, mais on va créer des emplois non répétitifs et il n'y aura pas de substitution de capital au travail globalement, auquel cas la question de Bill Gates ne se pose pas. Comme disait Alain, on va garder un partage des revenus entre capital et travail à peu près stable. Ou est-ce qu'on est dans quelque chose de nouveau, que ces nouvelles technologies vont conduire à une très forte substitution de capital au travail? C'est ce que vous pensez, Patrick Artus. Et c'est ce que dit Benoît Hamon, par exemple. C'est pas ce que je pense du tout. Vous êtes quand même sur l'idée qu'il ne faut pas avoir de certitude et trop de confiance dans ce qui va se passer, parce qu'il y a pas mal... Moi, je pense que plus profondément, notre problème, c'est qu'on va créer beaucoup d'emplois d'assez mauvaise qualité. Mais que ce n'est pas un problème de substitution de capital-travail, c'est une question de qualité des emplois. Mais si par ailleurs, si Bill Gates a raison, et si on substitue du capital au travail, alors la part du revenu du capital dans la valeur ajoutée globale va augmenter, la part des revenus du travail va diminuer, et là, il faudra bien se poser la question de la façon dont on taxe et dont on génère des recettes publiques. Donc c'est une vraie question, c'est une question extrêmement importante, savoir si ce progrès technique qui est devant nous, il est de la même nature que dans le passé, auquel cas Bill Gates a tort, ou il est d'une nature tout à fait nouvelle qui va remplacer effectivement le travail par le capital. Stagnation séculaire quand tu nous tiens. Christian Saint-Etienne. Alors, il faut juste se replacer dans une dimension historique. Je vais les faire très court, mais... On a 2 minutes 30. Oui, simplement, je vais être moins que ça. En gros, l'origine de la civilisation dans laquelle nous sommes, elle démarre à peu près au XIIIe siècle avant notre ère. Donc nous sommes 20 siècles après. Donc on a une histoire à peu près connue de 33 siècles. Sur ces 33 siècles, grâce à des travaux de l'OCDE, on sait qu'il y a eu 31 siècles de stagnation économique. Pour faire court, le niveau de vie et l'espérance de vie sous Louis XVI sont les mêmes que sous Jules César. Et la croissance était absorbée par la démographie. Voilà. Ensuite, jeu à somme nulle, civilisation. Voilà. Ensuite, nous avons 2 siècles de révolution industrielle. Ces 2
siècles de révolution industrielle. Les questions qu'on pose ce matin, on les pose en 1820, en 1850, en 1880, en 1910. C'est toujours la même question. Les machines vont remplacer les hommes. Donc, il y a eu des propositions pour taxer les machines au 19e siècle. La répétition, il y a toujours eu cette question fondamentale. Et donc, comme l'ont dit Alain et Patrick, la question décisive, c'est est-ce que les machines transforment le travail des hommes ou suppriment le travail des hommes? Dans cette France qui ne comprend pas l'économie, qui à 50% est prête à voter pour des programmes farfelus, naturellement, et c'est terrifiant, hein, nous sommes portés à penser que ça va supprimer le travail des hommes. Dans le monde anglo-saxon, dans une culture différente, ils sont naturellement portés à penser, pas Bill Gates, mais naturellement portés à penser que c'est une modification du travail des hommes. Simplement, on a une réponse quand même. C'est ce que disait Patrick tout à l'heure. Regardons, on a 2 siècles d'expérience. Et bien, sur 2 siècles, eh bien, en réalité, c'est une transformation du travail et pas une suppression. Et je donne une illustration. En 1820, il y a 20 millions d'habitants en France. La population active, c'est 12 à 13 millions. 95% dans l'agriculture. Vous leur dites, attention, dans 2 siècles, ça sera 3% dans l'agriculture et la population active aura été multipliée par 2,5. Tout le monde vous dit, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Eh bien, ça a été fait. Bon, donc, ce qui se passe, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure les problèmes de santé. Aujourd'hui, dans le monde, on dépense en gros, selon les pays, entre 10 et 15 points de PIB sur la santé. Peut-être demain, ça sera 20%, 25%. Ça va évoluer. Il y aura des solutions au système de financement. Donc, il va y avoir une transformation technologique de la prise en compte de la santé. Il faut croire, espérer en l'intelligence humaine. Vous voyez, c'est donc fondamentalement derrière ces questions économiques, c'est une vision de l'homme. Est-ce que l'homme est capable de toujours résoudre les problèmes au cours du temps, d'aller toujours plus haut, ou est-ce que l'homme, c'est une bête qui est dans un trou et il faut juste lui donner de la nourriture. Bon. Voilà. Et donc, derrière les questions économiques, il y a toujours une vision de l'homme. Sauf que la transformation qu'évoque Christian Saint-Étienne, elle, au lieu de se faire en 2 siècles, elle risque de se faire en 20 ans. C'est ça le problème. Ouais. Justement, vous n'empêcherez jamais certaines personnes de penser que cette fois, ce ne sera pas comme les fois d'avant, même si l'histoire vous donne raison. Bon. Après, c'est vrai que vous avez raison. Les Américains, face au changement où les Anglais se demandent ce qu'ils ont à gagner, nous, généralement, on se demande ce qu'on a à perdre. Voilà, et ça, c'est quelque chose de très culturel. C'était Patrick Artus, c'était Alain Madelin et Christian Saint-Étienne. On se retrouve demain à 9h. Débat et controverse, les experts sont sur BFM Business.